Voilà, on se retrouve sur le plateau de Mediapart Live pour la suite de cette soirée consacrée à présent à la presse et à la liberté de la presse et au contrôle de la presse. Puisque après la perquisition à Mediapart dont nous avons parlé il y a quelques instants, il y a d'autres actualités dans un tableau dont nous nous sommes inquiétés à plusieurs reprises sur Mediapart, dans un tableau assez liberticide du pouvoir. Et je pense à cette phrase de l'avocat François Thureau à propos de la loi anti-casseurs votée au Parlement cette semaine, qui disait « Attention, on s'en prend aujourd'hui à la liberté de ceux qui veulent manifester. Demain, ce sera au droit d'association et ensuite au droit de la presse. » Et justement, c'est de ça que nous allons parler à présent, parce que, comme nous l'avons expliqué, sur Mediapart, et comme d'autres médias l'ont expliqué, il y a une possible atteinte au droit de la presse et une volonté, visiblement, de contrôle de la presse par le pouvoir exécutif. Pour en débattre, je vous reçois tous les trois, en commençant par vous, Amel Guiton. Vous êtes journaliste à Libération et membre de la Société des journalistes de Libération, et puis deux journalistes de Mediapart qui connaissent bien cette problématique, Hélène Salvi, qui suit l'exécutif et qui est également coprésidente de la Société des journalistes de Mediapart, et Laurent Mauduit, cofondateur du site, qui suit les questions économiques et les questions qui relèvent des médias et de la presse en particulier. Laurent, justement, tu as écrit un article cette semaine où tu as décrit la volonté apparemment du président de la République, écris-tu, de placer la presse sous tutelle et de contrôler l'information. De quoi s'agit-il ? On était déjà dans un contexte qui était très préoccupant pour la presse. On a vécu les deux quinquennats d'avant, Sarkozy d'abord, Hollande ensuite, une époque de turbulence très violente pour la presse, de concentration. En clair, il y a une dizaine de milliardaires qui ont pris le contrôle de la presse, et ce qu'on a vécu, c'est la constitution d'immenses oligopoles très importants, autour de Patrick Drahi, Libé, l'Express, BFM TV, etc., autour de Niel Pigas et maintenant Danczek Kretinsky, autour de Bernard Arnault. Voilà. Donc on a connu, les deux quinquennats d'avant, une double normalisation économique. Des journaux indépendants comme Le Monde, comme Libé ont été croqués. Et de cette normalisation économique avait découlé une normalisation éditoriale. On a vécu depuis 2 ans, 3 ans, des cascades de censure, Canal+, licenciement pour motifs politiques à l'Obs, censure aux Parisiens. Voilà, c'est un peu ça qu'on a vécu les dernières années. Ce qui est très nouveau et très préoccupant dans le quinquennat qui a commencé avec Macron, c'est qu'il n'a pas touché à la concentration. Elle était déjà faite. En revanche, on a connu une cascade de dispositions liberticides. Il y a eu 2 grands textes sur le fake news et le secret des affaires. Juste pour comprendre l'enjeu de ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu pendant très longtemps, en clair depuis 1881, c'est la grande loi progressiste qui encadre la presse, article 1, l'édition et la librairie sont libres. Ça donnait bien l'esprit très libéral dans lequel la presse était. Et donc, ces 2 textes ont eu, on pourra peut-être y revenir, pour ambition d'inverser ce principe. Le principe est devenu un principe, on le voit bien dans le secret des affaires, le principe est devenu l'opacité. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est après ces 2 textes, il y a eu la semaine dernière une réunion informelle de Macron avec les journalistes. Le compte-rendu le plus abouti qui a été fait, il y a eu un compte-rendu dans Libé et dans Le Point. Et les propos informels tenus par Macron sont terriblement préoccupants parce qu'il dit qu'il rêve, qu'il a en projet, qu'il a envie, qu'il y ait des systèmes, c'est le mot qu'il emploie, dans tous les journaux et dans tous les médias qui servent à certifier l'information. Et donc c'est en disant il faut que l'information soit neutre, qu'elle voilà. Donc il y a un aspect qui est. Il a détaillé ces structures pour assurer une information information neutre. Donc il y a une confusion, il y a une ambiguïté. Et c'est parce qu'on sait par ailleurs que le gouvernement a demandé à Emmanuel Hogue, ancien haut fonctionnaire, ancien PDG de l'AFP, de faire une mission de consultation pour avancer éventuellement vers une commission de déontologie de la presse. Donc est-ce que ce sont 2 projets distincts ? D'une part des systèmes dans les médias pour certifier l'information, systèmes financés par l'État, avec la collaboration de certains journalistes. Donc est-ce qu'il y a 2 systèmes ? D'un côté celui-là, de l'autre la commission de déontologie ? Ou est-ce que
il pense que la commission de déontologie devrait avoir cet aspect Big Brother. Il y a des journalistes, collaborateurs de l'État qui, dans chaque média, certifient l'information. On ne sait pas. La seule chose que l'on sache, c'est le compte-rendu qui a été fait par les journalistes qui ont été habilités à rencontrer Macron. Ça avait été trié sur le volet, par ailleurs, puisque c'était un point off, ou c'était quoi, une conférence informelle? Ce n'est pas dit dans le compte-rendu du point, qui est fait par le journaliste Beretta. Il ne dit pas si c'est on ou off. En tout cas, le compte-rendu qu'il fait est entre guillemets. Donc il y a des citations on. Et ça n'a pas été démenti d'ailleurs par le chef de l'État. Ça n'a pas été démenti. Il y a eu beaucoup de dépêches d'agence derrière et l'Élysée n'a pas démenti. Et donc, on se rend compte de ce que ça veut dire. Des journalistes dépendants de structures financées par l'État seraient dans les médias pour dire ça c'est bon, ça c'est faux. Mais on rentre dans un système. L'Express a fait un éditorial, c'est la nationalisation de la presse, c'est la mainmise de l'État. Et donc ce qui est très inquiétant, c'est que c'est une sorte d'aboutissement de cette culture présidentialiste, très antidémocratique. On sait bien, on l'a vu sur l'audiovisuel pendant des années, la mainmise de l'Élysée sur l'information. Avec pendant tout un temps l'Élysée qui nommait les PDG des chaînes, qui choisissait les chefs de service. Là, maintenant, il y a le truchement du CSA, mais ça revient à peu près au même. Et donc, d'imaginer que dans une... Je termine juste sur un mot. Il faut bien avoir à l'esprit ce qu'est l'enjeu démocratique de ce débat. Il y a un très beau discours de Victor Hugo à la Constituante en juin 1848, où Victor Hugo explique « Le droit de vote et le droit de savoir des citoyens, la liberté de la presse, dit-il, sont deux droits consubstantiels. » On ne peut pas voter si on vote à l'aveugle. Il faut une presse libre pour que des citoyens soient informés et puissent exercer librement leur droit de vote. Et donc c'est à ça qu'on touche. Si ce projet voyait le jour, ce serait une régression démocratique majeure. La liberté de la presse est au fondement de la démocratie. Amel Guiton, à Libération, vous avez la même lecture de cette volonté du pouvoir exécutif? Je ne sais pas si j'irai aussi loin, parce qu'en fait, moi, ce qui me frappe dans les propos effectivement tenus par Emmanuel Macron, c'est le côté extraordinairement flou de l'affaire. Moi, il y a un terme effectivement qui m'inquiète, c'est l'utilisation du terme neutralité, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait garantir la neutralité de l'information. Considérer l'information comme un bien commun, après tout, pourquoi pas. Commencer à parler de neutralité, là, j'ai un vrai problème, parce que c'est plutôt le pluralisme en réalité qu'il faudrait garantir. Par ailleurs, moi je suis dans un journal qui revendique son ancrage à gauche, on n'a pas de prétention à la neutralité. En revanche, à l'honnêteté, à la rigueur, à la vérification, au principe du contradictoire, bien évidemment. Mais parler de garantir la neutralité de l'information, là effectivement... C'est quoi une information neutre? Moi je suis à titre personnel convaincu que la neutralité ça n'existe pas. On parle toujours de quelque part, bien évidemment. Donc l'utilisation du terme effectivement est assez problématique. Mon intuition personnelle, c'est que probablement ça a effectivement à voir avec cette mission confiée à Emmanuel Hogue de rapport sur les conditions de mise en place d'une possible commission ou d'un conseil de déontologie. On a été reçus, les représentants des sociétés de journalistes, de même que des éditeurs de presse, de même que des syndicats, etc. Qu'est-ce que vous avez appris alors sur ce conseil de déontologie? Pour le moment, c'est très flou parce que, Emmanuel Hogue lui dit il n'est évidemment pas question d'un pilotage par l'exécutif de ce genre d'instance. L'idée serait plutôt que la profession s'en saisisse, mais là encore, c'est assez flou. Moi, dans l'absolu, je ne considère pas l'idée comme illégitime. Elle existe dans d'autres pays, etc. Mais en tout cas, ça pose quand même plein de questions, à la fois sur la composition de ce type d'instance, sur ses prérogatives. Est-ce qu'il s'agirait de, éventuellement, donner des avertissements, éventuellement des sanctions, ou alors de s'en tenir à un registre de promotion de bonnes pratiques, etc. Est-ce que ça associerait les publics eux-mêmes? Parce que ça, pour le coup, ça serait quand même un enjeu majeur. Quel serait le type de financement de ce type de structure? Donc effectivement, ça pose évidemment plein de questions. On a été, lors de ces discussions, un certain nombre a évoqué le fait que dans le contexte actuel, tout ça semble quand même pas mal prématuré. Bon, après, c'est des discussions qui évidemment doivent
doivent avoir lieu dans les rédactions. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y aurait peut-être un enjeu particulier, notamment à revenir sur la question de la protection des sources, dont vous êtes, pour le coup, bien placé pour voir à quel point elle peut être aussi fragile et à quel point elle a besoin d'être garantie. Pour rester sur ce conseil de déontologie peut-être en devenir, Hélène Salvi, toi qui es coprésidente de la Société des journalistes de Mediapart, quelle est la position de la SDJ de Mediapart sur ce sujet ? Nous, on a une position assez tranchée. C'est-à-dire qu'on partait du principe que, sur le principe, justement, on n'est pas a priori défavorable à l'idée d'un conseil de presse. Or, on est tous tombés d'accord après quelques discussions au sein de la rédaction sur le fait que, dans le contexte français, c'est-à-dire effectivement ce que rappelait Laurent, un contexte qui date de bien avant d'ailleurs le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais qui s'est aggravé sous ce quinquennat, notamment avec les dernières lois, je pense notamment à la loi fake news qui a été votée. On considère que les conditions ne sont pas remplies pour qu'on puisse aujourd'hui commencer à discuter d'un conseil de presse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire en matière de liberté de la presse en France avant de mettre en place... Ça répondrait à quel besoin, en fait, ce conseil de presse ? Parce que ça n'a jamais existé en France. En fait, non, ça n'a jamais existé. Après, ça existe dans d'autres pays européens. L'idée, en fait, c'est de répondre... je parle de l'idée officielle. L'idée officielle, c'est de dire... il y a aujourd'hui une défiance entre le public et les journalistes qui est vraie, c'est-à-dire qu'on a tous quand même noté et renoté depuis plusieurs années maintenant que les deux professions les plus détestées en France sont les politiques et les journalistes. Donc partant de là, c'est comment recréer un lien de confiance avec le lectorat, le téléspectateur, etc. Le problème, c'est que le truchement choisi pour restaurer ce lien de confiance est, à notre sens, pas le bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'était un peu l'objet des discussions aussi entre représentants de SDJ devant cette commission. C'est qu'il nous semble qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de mettre en place, qui par ailleurs, une fois de plus, on n'en est vraiment qu'aux prémices, mais enfin, ce qui est présenté, et là c'est vraiment un avis personnel, mais comme une espèce de commission, de groupe un peu théodule, c'est-à-dire que ça donnerait des recommandations, mais un peu générales. Enfin, tout ça reste quand même très, très flou. Vraiment, la chose numéro 1, c'est qu'il y a énormément de choses à faire en matière de liberté de la presse. Je veux dire, je crois que dans le classement de RSF, la France est 33e ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas pour rien. Et il nous semble que ça n'est absolument pas un conseil de presse qui réglerait cette histoire-là. Si je peux me permettre, en complément de ce que dit Hélène, moi je ne donne pas une sorte de crédit de bonne foi au début à ce pouvoir, en disant tiens, on va créer un conseil de déontologie, l'idée est peut-être bonne. Ce qu'il faut observer, c'est que si Emmanuel Macron n'a rien fait en termes de concentration, c'est qu'elle était déjà faite. Mais lui est du côté des puissances d'argent. Vous vous souvenez de sa proximité avec Xavier Niel, qui prend position pendant la campagne, après la campagne. Et si vous vous souvenez de ce que plusieurs médias ont raconté, dont Mediapart, le rôle très trouble d'Emmanuel Macron comme banquier d'affaires, à l'époque où il est chez Rothschild, où il trahit la Société des rédacteurs du Monde en étant l'agent double. Il prétend les aider comme banquier conseil lors de la vente du Monde, alors qu'en fait, il est en cachette dans le clan opposé. Donc il s'est comporté en matière de presse comme un banquier traître affairiste. Il faut dire les mots, les mots sont sévères, mais c'est cela. Donc je ne crédite pas du tout dans son projet une volonté d'avancer de manière vertueuse. Je pense que en fait, ces propos on ou off, on ne sait pas à l'Élysée, donnent à penser ce qu'il veut faire. C'est qu'il y a chez Macron, dans tout son comportement, on le voit bien, une détestation de la presse. Il le dit d'ailleurs, ça se manifeste. Et donc, il y a une forme de mise sous tutelle qui chemine dans son esprit. C'est la bonne presse. Et c'est pour ça que ce qui a été dit tout à l'heure est vrai. Le terme de neutre qu'il emploie, la neutralité de la presse, c'est pour les journalistes que nous sommes. C'est insupportable. Parce que
c'est l'ABC du métier de journaliste. Il n'y a pas d'objectivité. Hein, tout est subjectif. La hiérarchie choisie. Alors, il y avait dans l'histoire du Monde, à l'époque où j'y étais, une formule célèbre qui était celle du fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry. Ce à quoi doit tendre un journaliste, c'est une subjectivité désintéressée. Hein. Mais en clair, tout est affaire d'appréciation citoyenne. Quel est le gros titre? Quel est le second titre? Quel est le troisième? Et donc, on fédère des lecteurs en fonction de choix éditoriaux. Et donc, il y a un aspect très, très engagé dans les choix journalistiques. Non seulement dans les choix journalistiques, mais aussi parfois dans des combats éthique. On voit bien le positionnement Mediapart sur la défense des libertés publiques. Hein. Nous racontons ce que le gouvernement répare, nous le détaillons, et il nous arrive de prendre des partis pris, puisque c'est l'un des modes de traitement de Mediapart, en défense des libertés publiques. Mais comme en d'autres temps, de grands journalistes comme Camus a pu faire des travaux journalistiques, et puis au moment de la guerre d'Algérie, faire dans combat des prises de position très énergiques contre la torture. Donc le journalisme doit... voilà, c'est le contraire de la neutralité. Le journalisme vit dans la cité. Et il y a quelques minutes, on parlait de l'affaire Benalla avec des collègues de Mediapart. Et le 24 juillet, quelques jours après les révélations sur l'affaire Benalla et les violences du 1er juillet, Emmanuel Macron, à la Maison de l'Amérique latine, dit que la presse ne recherche pas la vérité. Alors, la neutralité, la vérité, c'est presque caricatural et inquiétant. Hein. On se demande si on ne va pas aller vers la Pravda à un moment. De toute façon, il y a un rapport avec les médias qui est conflictuel depuis le début. Alors pour le coup, dans les sociétés de journalistes, on s'en souvient, puisque je crois que c'était dès le premier déplacement du président de la République au Mali, il avait commencé à laisser entendre qu'il voulait que ce soit plus les journalistes politiques qui l'accompagnent dans ses déplacements à l'étranger, mais plutôt les spécialistes de la zone, etc. Je me souviens qu'à l'époque, on avait effectivement fait une tribune commune pour lui rappeler que c'est le choix des rédactions. La personne qu'ils envoient dans un déplacement à l'étranger et qu'il ne revient absolument pas au chef de l'État. Ils voulaient choisir ses journalistes déjà. Il y avait quand même, on sentait cette tentation. Alors évidemment, il y a eu un rétropédalage assez rapide et l'exécutif nous a assuré qu'il n'était pas question d'imposer des choix, mais enfin, on sentait qu'ils avaient essayé de mettre le pied dans la porte. Assez rapidement, il y a eu aussi, je me souviens, c'était quelques mois, c'était un mois après d'ailleurs, il y a eu coup sur coup, alors ça, c'était pas Emmanuel Macron, mais c'était le gouvernement et c'était quand même pas un très bon signal. D'un côté, la ministre du Travail qui ouvre une plainte contre X après la publication, en l'occurrence par Libé à l'époque, d'un document de travail sur la future réforme du Code du travail. Donc, effectivement, nous, on s'est demandé ce qui allait se passer suite à cette plainte. Bon, on ne s'est pas retrouvé dans votre situation, mais à partir du moment où il y a une plainte, forcément, il peut y avoir des conséquences. Et puis, à peu près à la même période, François Bayrou, qui était à l'époque ministre de la Justice, avait appelé la cellule investigation de Radio France pour se plaindre d'ailleurs à l'époque, je crois, plus ou moins menacé d'ailleurs de porter plainte pour harcèlement, parce que la cellule investigation travaillait sur des soupçons d'utilisation des assistants parlementaires européens par le MoDem. Bon. Je ne sais pas si vous entendez un petit peu de bruit, un peu une manifestation de soutien. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice avait été interrogé là-dessus. Il avait quand même eu cette réponse absolument fascinante qui était ce n'est ni le ministre de la Justice, ni le dirigeant du MoDem qui a appelé, c'est le citoyen, ce qui était quand même assez extraordinaire. Et on avait donc de nouveau fait une tribune et on s'était dit, bon là, effectivement, il y a un petit souci. Ce qu'on a constaté aussi, c'est, et ça, je crois que beaucoup de journalistes l'ont constaté, une vraie volonté de verrouillage. Bon. C'est-à-dire sous le mandat Hollande, il y avait effectivement des informations qui sortaient par des conseillers, etc. Bon, on a senti quand même assez vite de la part de l'Élysée le fait qu'il fallait que la communication soit extrêmement stricte, choisie, etc. Et d'ailleurs, il y avait eu au mois de juillet, je crois, de l'année dernière, une longue enquête, mais hyper intéressante, de Vanity Fair, justement, sur les rapports de Macron avec la presse,
où la journaliste Charlotte Finjon, en l'occurrence, revenait aussi, je ne sais pas moi, sur l'épisode par exemple de la salle de presse de l'Élysée, qui a été l'objet d'une espèce de bataille rangée avec les agenciers et les journalistes chargés de l'Élysée, parce qu'ils étaient à l'Élysée, ils travaillaient dans une pièce, ils ont été déménagés, il y a eu des conflits avec certaines rédactions, je crois qu'elle parlait notamment d'un petit bras de fer avec Le Monde qui s'était plaint que ces journalistes étaient régulièrement écartés, etc. Donc on sent qu'il y a un rapport effectivement qui est assez, de toute façon, depuis le début, assez conflictuel. Alors sur quoi ça va déboucher ? C'est toujours compliqué de le savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être effectivement extrêmement attentif à ce qui va se dire, parce que quand on a effectivement un président qui dit les journalistes ne cherchent plus la vérité, et puis qui quelques mois après commence à dire qu'il faut garantir la neutralité de l'information, là oui, c'est normal que les clignotants, il faut absolument que les clignotants s'allument. Ouais. Toi, Hélène, qui suis l'exécutif et donc l'Élysée au quotidien, tu as eu le même sentiment d'un verrouillage Complètement. Enfin, pour le coup, moi, je le vis effectivement au quotidien. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a une c'est même pas je ne sais pas si Emmanuel Macron n'aime pas la presse. Ce que je sais, c'est qu'il s'en méfie terriblement. Donc, en vérité, il y a une volonté de verrouillage. Je pense que ces personnes... C'est très compliqué. Je pense que ces personnes, en fait, confondent l'information et la communication depuis le début. Ou alors, ils ne le confondent pas, mais justement, eux veulent faire que de la communication. C'est-à-dire qu'on est dans un système où quand on est un journaliste qui essaye de poser des questions qui forcément grattent un peu ou dérangent un petit peu, on est, disons, soumis, contraint à un accès plus que restreint aux conseillers. Est-ce que c'est pas quelque chose de classique finalement ? Non, parce que pour la simple et bonne raison que, en fait, Emmanuel Macron a une crainte et une peur panique de refaire ce que François Hollande faisait. Et il a théorisé depuis le début de son quinquennat le fait que lui, il n'aurait pas une présidente dite bavarde. Partant de là, il l'avait dit à ses premiers vœux à la presse, et je pense ses derniers d'ailleurs l'année dernière, il avait expliqué que lui, il ne serait pas dans le commentaire permanent, que finalement les discours officiels étaient bien suffisants et que c'est sur ces discours qu'on devait essentiellement s'appuyer pour faire notre travail. Sauf que le problème, c'est que des journalistes politiques ou autres n'aient pas accès au président de la République toute la journée pour discuter de la politique en France. Soit. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème, évidemment. Il a autre chose à faire et on peut le comprendre complètement. Or, le président de la République n'est pas seul. Le président de la République, non seulement il a un gouvernement, il a des ministres qui sont eux-mêmes difficilement accessibles. Et par ailleurs, il est entouré de pléthores de conseillers dont on ne voit jamais la couleur et qui sont spécialistes de leur sujet et qui pourraient nous expliquer, en dehors des briefs off officiels et très encadrés de l'Élysée, qui pourraient de temps en temps nous expliquer simplement ce qu'ils sont en train de faire. Mais par ailleurs, tu dis qu'il ne veut pas une présidence bavarde, contrairement à François Hollande. Mais quand on lit le compte-rendu qui est fait de ce petit brief off ou on avec quelques journalistes, on a l'impression que c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il commente, il parle de Jojo le gilet jaune, il a des préjugés sur les boxeurs gitans, il a tout un tas de petites phrases qui sont le contraire de ce que tu viens de décrire, qui était censé rompre avec l'ancien monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je pense que tout le monde s'est cristallisé autour de l'idée, en début de quinquennat, que Emmanuel Macron et son équipe faisaient une communication extraordinaire, qu'en fait c'était les rois de la com, et en fait c'est tout le contraire. Et on s'en est rendu compte au fil du temps. Par exemple, là, le fait de renouer avec cet exercice qui est très ancien monde, c'est-à-dire qu'on choisit, je sais pas, 5, 6, 7 journalistes, on les invite pendant 2 heures avec le président, on boit un café, on explique que c'est un échange informel, mais on sait que dans l'heure, ça sera dans tous les journaux. Et puis, enfin, je veux dire, c'est pour le coup, c'est vieux comme le monde, quoi. Je veux dire, donc ça, ils ne le faisaient pas, ils le refont. Ce qui quand même laisse à minima entrevoir une espèce de zigzag dans les effets de com. Ce qui est fascinant, en fait, c'est comment Emmanuel Macron, qui voulait tant tout verrouiller et avoir une image un peu de président papier glacé, quoi, c'est-à-dire parfait, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, en fait, c'est laissé rattraper par Emmanuel Macron lui-même. Et on l'a vu notamment dans toutes ces petites séquences qui ont été diffusées et diluées au cours de l'année, de ce qu'on appelait communément les petites phrases, alors d'autres appellent ça des macronades.
Ou des dérapages, c'est ça mais qui ne sont pas des dérapages, en fait. Emmanuel Macron, quand il dit il faut traverser la rue pour trouver un boulot, il le pense sincèrement. C'est contrôlé, c'est l'expression contrôlée. C'est extrêmement voulue. contrôlé. Et c'est d'autant plus contrôlé qu'une fois même, l'histoire du pognon de dingue, c'était carrément un objet de communication. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'une petite phrase un objet de communication. Donc penser, imaginer, il faut imaginer comment ça se passe. Il y a 10 personnes autour d'une table, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Une vidéo, il dira ça. Enfin, je veux dire, c'est... Donc tout ça est parfaitement contrôlé. Et quand il fait prétendument des petites phrases qui lui échappent, c'est pas vrai. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se rend compte qu'à chaque fois que le président de la République parle, c'est fascinant. Dans les 24 heures, il y a une explication de texte d'un de ses ministres ou un de ses conseillers. Non, mais en fait, dernier exemple en date, vendredi dernier, il est devant plein de maires d'outre-mer et il part sur le chlordécone, un produit, une substance cancérigène, etc. En expliquant devant ces dizaines ou centaines de maires qu'il ne faut pas dire que c'est cancérigène parce qu'on agite des peurs en disant ça. Évidemment, tollé, je termine, tollé, et 24 heures plus tard, l'Élysée, contacté par Le Monde, je pense, dit non, mais en fait, vous n'avez pas bien compris, il ne voulait pas dire que c'est cancérigène, mais qu'il ne faut pas simplement dire que c'est cancérigène, mais qu'il faut agir. Bref, c'est ça perpétuellement. Et c'est le propre de ce qu'ils avaient qualifié au départ de pensée complexe. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée n'est absolument pas complexe. C'est juste qu'elle n'est pas audible ou elle n'est pas claire, mais elle n'est pas complexe. Laurent, tu voulais oui, non, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que je trouve que ce que nous vivons, à la fois en termes de mise en cause de la liberté de la presse, le débat d'avant sur le rôle du parquet ou le débat public très préoccupant sur l'état des libertés publiques et l'atteinte aux droits de manifestation, nous permet de toucher du doigt ce qui est la nature profonde de ce type de régime présidentialiste. Si je dis ça, si je m'autorisais une petite comparaison historique, pour plonger au Second Empire, qui achète la presse? C'est les proches de l'empereur. Napoléon le Petit, son demi-frère, le duc de Morny, un spéculateur qui s'appelle Jules Mirès, ils s'achètent, ils se vendent les journaux. Grâce à ça, ils spéculent. À l'époque, ce n'est pas les télécoms, c'était les chemins de fer, mais ça revient au même. Et les journaux sont mis au service de l'Empire. Par ailleurs, Napoléon le Petit a son procureur, qu'il adore, Pinard, qu'il appelle mon petit Pinard, qu'il active sans arrêt, et Pinard va faire condamner Baudelaire et tant d'autres. Voilà, donc l'instrumentalisation de la presse, l'instrumentalisation de la justice, voilà, c'est-à-dire en fait un régime de monarchie républicaine, où tout est construit sur le face-à-face entre le monarque républicain et le peuple. Détestation de tout ce qui s'interpose. Ce qui s'interpose est illégitime. Donc les syndicats sont illégitimes, la presse, en fait tous les contre-pouvoirs sont illégitimes. Et en fait ce que l'on vit avec Macron, c'est ce type de régime de manière exacerbée. Et on le voit dans tous les aspects de la vie publique. Je veux dire, ce qu'on a chroniqué sur Mediapart, sur la façon dont, dans le débat public, l'Élysée et Matignon ont écrasé l'autorité administrative indépendante qu'était la Commission nationale du débat public. C'est la même culture. Il ne faut pas que... Quand on est attaché à la démocratie, c'est une respiration, c'est un va-et-vient. Il y a un pouvoir, il y a des contre-pouvoirs, il y a des limites au pouvoir. Or là, on est dans un pouvoir sans limite. Et je trouve que l'attaque contre la presse montre bien ça. Sous le Second Empire, il y a un grand républicain connu, un avocat, qui dit en fait dans ce régime, il n'y a qu'un seul journaliste, c'est l'empereur. Ben, en fait, c'est un peu ça l'esprit de ce que l'on vit aujourd'hui, me semble-t-il. Et alors, pour en revenir aux médias, et on le disait au début de ce débat, il y a déjà eu 2 lois qui ont été votées et qui ont beaucoup fait parler, qui sont la loi sur le secret des affaires et la loi sur les fake news. Amel Guiton, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est de l'application de ces lois, des risques à venir? Est-ce qu'on y voit plus clair? Parce que finalement, on a ces débats-là à un moment dans Mediapart, et puis après, l'actualité faisant, ils disparaissent un peu.
Qu'est-ce que ça devient? Pour le coup, la loi fake news, elle est taillée pour les périodes électorales, donc on n'a pas encore pu la tester. Moi, je sais qu'à l'époque, en fait, j'étais un peu partagée en termes d'analyse, parce que à la fois, il y avait des gens qui soulevaient des risques, parce que l'idée qu'un juge des référés puisse agir en 48 heures pour dire ce qui est une fausse information ou pas, on sent que c'est un peu compliqué. Il y avait les nouveaux pouvoirs au CSA, etc. Il y avait aussi pas mal de juristes qui disaient qu'en réalité, c'était pas forcément très applicable. Et que le principal problème, c'est qu'en fait, on avait déjà des dispositions dans le droit positif pour lutter contre les fausses informations et que tout ça ressemblait quand même très très fort à une loi de circonstance. Alors, depuis, le Conseil constitutionnel est venu resserrer un petit peu les boulons en faisant quelques réserves d'interprétation. C'est un peu difficile de voir ce que... Pour le coup, on va peut-être en avoir une application au moment des européennes. Il y avait des formulations qui étaient quand même effectivement problématiques parce que assez floues. Même si entre la première mouture du texte et la dernière, on va dire, c'était un peu moins pire. Mais en tout cas, d'une certaine manière, c'était le principal problème, c'est que c'était vraiment, et c'est une caractéristique par ailleurs de ce quinquennat, mais pas seulement aussi des précédents, c'était vraiment une loi de circonstance. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que ce serait abusif de dire que lors des prochaines élections, qui sont proches, la presse va être sous contrôle en période électorale? Là, honnêtement, à ce stade, la loi fake news, elle vise surtout quand même la diffusion algorithmique d'une fausse information. Il y a quand même cet aspect de diffusion massive, donc il faudrait que ça remplisse un certain nombre de caractéristiques. Moi, j'avoue que... L'algorithmique, ça nous concerne. Si on fait un scoop Libération au Mediapart, on fera du tam-tam sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, Emmanuel Macron est déjà en train d'expliquer que derrière la mobilisation des Gilets jaunes, ce sont des robots, des algorithmes, etc. La réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel consiste quand même à dire qu'il faut que la fausseté de l'information puisse être objectivement démontrée. Alors, ceci dit, je souhaite bon courage à un juge des référés pour se dépêtrer avec ça. À mon sens, mais bon, c'est pareil, il faut les preuves des faits. À mon sens, la loi sur le vrai problème, c'est surtout la loi sur le secret des affaires. Moi, je pense que le fake news pose un vrai problème de faire qu'un tribunal, en contournant la loi de 1881, décide la véracité ou non d'une information en l'absence du droit de la presse qui est l'offre de preuves, les témoins, etc. De toute façon, l'idée qu'on puisse juger en 48 heures est en soi extrêmement problématique. Oui, là-dessus, on est d'accord. Avec notre consoeur, je pense que fake news, c'est très grave. Ce qui est vrai, c'est que la jurisprudence s'installera lors des prochaines élections. En revanche, sur le secret des affaires, ça y est. Et il y a eu un premier début de jurisprudence qui a été la saisine de la CADA par le Monde. Et on connaît la décision. La CADA s'est appuyée sur le secret des affaires pour refuser la communication du document demandé par le Monde. Et donc, et là, on voit bien que c'est très très grave parce que même si la loi donne un statut particulier aux journalistes, il n'empêche que la garantie n'est pas donnée aux lanceurs d'alerte. On sait bien que dans plein de domaines de la vie des affaires, on voit bien le travail qu'on fait ici, avancer dans une enquête sur une banque, où tout est très centralisé, encore plus que dans la vie publique. C'est impossible sans des citoyens intérieurs, sans des lanceurs d'alerte. Et donc là, c'est la fragilité dans laquelle se trouveront les lanceurs d'alerte est très très grave. Et tant que leur statut de lanceur d'alerte ne sera pas reconnu, le risque, c'est que la procédure aille, non pas devant une juridiction normale, mais devant les tribunaux de commerce. Tribunaux de commerce, je le rappelle sans arrêt, truffés de réseaux néo-mafieux, il faut dire les choses. Vous vous souvenez du fameux livre de Montebourg sur la mafia des tribunaux de commerce? Regardez le scandale Tapie, ça fait 4 ans qu'ils font entrave à la justice. Le fait de penser que le droit de savoir des citoyens pourrait être transité par ce type de juridiction très particulière, c'est très très dangereux, parce que c'est vrai qu'une grande partie de la vie publique
porte sur la vie des affaires, sur les rémunérations, les salaires des gens. Notre vie, c'est pas seulement la vie publique, c'est aussi la vie des affaires. Donc penser que le droit de savoir s'arrêtera à la vie des affaires est très préoccupant. Et puis il y avait eu un cas, juste pour compléter, mais avant même l'adoption de la loi sur le secret des affaires en France, il y avait eu un cas, je crois que c'était en février 2018, de Challenge, qui avait été condamné à supprimer un article sur Conforama, à ne plus traiter de l'affaire en question, à verser les frais de justice, par le tribunal de commerce de Paris, absolument. Donc là, on voit bien qu'effectivement, ça a d'ailleurs été dénoncé de manière, je crois, assez unanime, à la fois par les sociétés de journalistes, les syndicats de journalistes, etc., et par un certain nombre de juristes, comme une véritable entrave au droit à la liberté d'informer et au droit à la liberté d'informer pour les journalistes et au droit à l'information pour les citoyens. Oui. Hélène Salvi, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que c'est ce que Amel disait qui m'y a fait penser. Ce qui est un peu fascinant en fait dans toutes ces questions de liberté de la presse et de liberté publique, c'est que les raisons convoquées par le pouvoir pour mettre en place de nouvelles lois sur ces sujets sont déjà, ont déjà leur réponse dans l'arsenal juridique existant. C'est-à-dire que de la même façon que sur les fake news, en fait, ce qu'ils appellent communément les fake news et ce qu'ils veulent faire pour le lutter, en fait, notre loi nous permet déjà de le faire. Donc ça n'est pas un problème. Et c'est exactement le même sujet qui s'est posé sur la loi anti-casseurs et ce sur quoi tout le monde... en tout cas, toutes les personnes qui s'y connaissent un petit peu, alors qui étaient visiblement toutes contre le ministre de l'Intérieur, c'est quand même pas de chance, mais enfin bon, disaient si l'objectif affiché, c'est qu'il n'y ait plus de casseurs et qu'on arrête les casseurs, on a déjà tout ce qu'il faut dans notre arsenal juridique pour le faire. Donc, quel est l'intérêt d'ajouter une autre loi à ça? Et en fait, je trouve que sur ces deux sujets, parce que liberté de manifester, comme liberté publique, comme liberté de la presse, c'est des sujets sur lesquels on travaille avec parcimonie. On ne touche pas à ces choses-là comme ça, de façon... voilà. Donc, je trouve que la chose qui devrait en fait nous inquiéter au-delà des discours de façon sous-jacente, c'est toutes ces personnes qui nous expliquent qu'on a déjà tout ce qu'il faut entre les mains pour régler les problèmes qui sont convoqués par le pouvoir. C'est même assez fascinant parce que chaque nouveau président de la République, en général, commence son mandat en disant sous mon quinquennat, il n'y aura pas de loi de circonstance. Bon, et ils le font de manière assez systématique. Là, effectivement, la loi fake news en est un exemple. Alors, il y a de vrais risques, effectivement, dans les formulations. Il y a un véritable enjeu de jurisprudence pour voir effectivement jusqu'où ça peut aller. Et alors, la loi entre guillemets, anti-casseurs, là, on a un exemple de loi circonstance, mais qui pour le coup est un recul en termes de liberté fondamentale qui est effectivement extraordinairement préoccupant et qui d'ailleurs va dans un sens qui était déjà à l'œuvre d'ailleurs sous le quinquennat précédent, celui d'écarter le judiciaire de plus en plus au profit du pouvoir administratif. Ça, c'est quand même une tendance lourde que le quinquennat Macron n'a pas initiée parce qu'on l'a déjà senti sous le quinquennat Hollande, mais qui est très grave pour le coup, parce que c'est un détricotage progressif de l'état de droit. Ça, Un dernier mot, Laurent. Un dernier mot sur l'enjeu de ce débat-là. On a beaucoup formulé des critiques à l'encontre d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Il y a un débat plus général dans la vie publique. C'est qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de... Autant la critique des médias est justifiée, autant la haine de la presse, de sa fonction démocratique est préoccupante. Et on sent bien que cette haine, il n'y a pas de pédagogie démocratique de beaucoup de responsables publics sur cette fonction démocratique. Et donc là, je fais allusion notamment aux dirigeants de la France Insoumise, Mélenchon, la haine des médias est juste et saine. Je pense qu'il y a une bataille démocratique à mener pour défendre la presse et sa fonction démocratique, pour expliquer que haïr la presse, c'est haïr la démocratie. Et donc ça va au-delà des projets liberticides du moment. Il y a un débat de toutes les forces politiques françaises à avoir sur ces questions démocratiques. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois.